Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre cinquième webinaire de la saison. Je suis Samantha, coordinatrice de projet chez Nexus Santé. Ma collègue Julia est également présente avec nous. Hmm. Nexus Santé est un organisme à but non lucratif, donc la mission est de promouvoir la santé. Notre projet Petite enfance en santé soutient les familles francophones de l'Ontario. Nous développons chaque année des webinaires et des balados et nous finançons des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet petiteenfance.ca et nos balados sont disponibles sur Spotify et notre application. L'application Parenthèse, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos activités, est disponible sur Apple et Android. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook Parenthèse Ontario, informations et ressources en petite enfance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître et rendre hommage aux peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je me trouve pour ma part sur les territoires Mississauga et Haudenosaunee. Nous sommes réunis de manière virtuelle, donc chacun et chacune dans nos espaces respectifs, mais il est important de se rappeler que chaque parcelle de cette terre a une histoire, et cette histoire est façonnée par les ancêtres et les communautés autochtones qui y ont prospéré depuis des millénaires. Cette reconnaissance n'est pas seulement un geste de respect, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur la richesse culturelle, le savoir ancestral et la sagesse que les peuples autochtones apportent à notre monde. Leur connexion intime à la terre, aux éléments et aux cycles naturels nous offre une leçon précieuse sur la durabilité et l'harmonie, surtout en ces temps difficiles. Nous reconnaissons que le chemin vers la réconciliation est un voyage continu, nécessitant une écoute attentive, une compréhension profonde et des actions concrètes. Alors, je souhaiterais que cette présentation soit un moment pour célébrer la diversité de nos voix et de nos perspectives, tout en honorant les fondations même de cette terre sur laquelle nous avons la chance de nous exprimer. Merci. Et maintenant, je vais vous présenter notre intervenante de cet après-midi. Donc, Sarah est analyste comportementale certifiée BCBA et titulaire d'une maîtrise en psychologie. Depuis 1999, elle a travaillé avec des milliers d'enfants et de jeunes ayant un trouble du spectre autistique, ainsi qu'avec leurs familles et éducateurs et éducatrices. Sa mission est de permettre aux parents et aux éducateurs qui travaillent avec des enfants ayant un TSA d'accueillir des compétences qui améliorent leur qualité de vie. Sarah a été professeure dans le programme de l'autisme et des sciences du comportement pendant une décennie au Collège Mohawk et à l'Université de McMaster. Sarah a été nommée Top Safety Writer pour Autism Parenting Magazine et elle est conférencière TEDx. Donc avec cela, je suis ravie de vous passer la parole. Merci Sarah et bienvenue. Merci, Sam. Et je suis ravie aussi d'être ici et d'avoir été invitée. Donc, j'apprécie ça beaucoup et merci à Nexus aussi. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. Une minute. Donc, je ne peux pas vous voir. Donc, j'espère que tout le monde peut voir mon écran et la présentation. Comme Sam nous a déjà dit, je vais laisser du temps à la fin pour les questions. Donc, si vous voulez les écrire dans le chat, on peut les voir à la fin de cette façon. Comme vous le savez déjà, cet atelier s'appelle Le sommeil et l'apprentissage de la propreté pour les parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. OK, bon. Je vais présenter un peu sur la science et les principes qui ont été bien recherchés. La science est très claire concernant la manière d'enseigner n'importe quoi à n'importe qui, vraiment. C'est vraiment simplistique de dire ça, simpliste de dire ça. Par contre, aujourd'hui, on va je vais présenter quelques principes qui sont très importants quand on va essayer d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Spécifiquement, je vais présenter comment enseigner à votre enfant le sommeil et la propreté.
comme j'ai déjà dit, la science est très claire. De nombreux facteurs sont à considérer lorsqu'on décide de ce qu'il faut enseigner à quelqu'un et comment le faire. Je ne vais pas vous dire encore que avec qui j'ai travaillé. J'ai 2 décennies au moins de travail et d'études sur sur ce que je vais présenter aujourd'hui. J'ai pu voir moi-même l'impact de l'enseignement des compétences sur leur qualité de vie et sur celle de leurs parents. Donc, les pratiques et les principes à considérer que je vais présenter sont efficaces. Comme ils vont marcher très bien lorsqu'ils sont mis en œuvre avec fidélité. Donc, comment est-ce que je change? Oh, pardon. Donc, mon approche est très simple, que l'élève a toujours raison. C'est-à-dire, il incombe à moi, en ce que je suis l'enseignante, quand n'importe qui, si c'est mes étudiants à Mohawk ou à McMaster, ou les parents avec qui j'essaie de donner des stratégies, ce sont mes étudiants et c'est à moi de veiller à ce que l'élève apprend ce que je veux lui enseigner. On doit parfois individualiser les approches générales pour que l'on capitalise sur les points forts et les intérêts de nos étudiants ou, en ce cas, vos enfants. D'autre part, nous devons aussi prendre compte des domaines où il y a des besoins. Donc, on regarde chaque personne à propos de ces 3 idées. On voit qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis on va essayer d'enseigner quelque chose qui continue après ça et on voit quels sont leurs intérêts. Donc, ça va informer les stratégies qu'on va utiliser. Il y a des approches générales et je vais expliquer un peu à propos des approches générales qui sont bien recherchées et qui doivent marcher, mais des fois, on doit individualiser et ajouter d'autres stratégies à ces principes et stratégies qui vont aider une personne uniquement, mais ils comptent toujours sur la personne qui enseigne. Donc, les stratégies, ils vont marcher si on les pratique avec fidélité. J'espère que ça fait du sens. Donc, on doit toujours capitaliser sur les points forts et les intérêts de nos enfants et de nos étudiants et prendre compte des domaines où il y a des besoins. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur mon histoire parce que je pense que Sam a déjà expliqué un petit peu, mais je voulais juste vous démontrer pour la raison que je suis capable. J'ai pris 2 décennies avec ça. Je l'ai étudié à l'école et je l'enseigne. Je l'ai enseigné pour 1 décennie. Donc, on peut commencer déjà. Je vais passer en revue des stratégies éprouvées qui donneront aux parents des outils dont ils ont besoin pour l'apprentissage de la propreté et de l'heure du coucher de leurs enfants. Puisque la propreté et le sommeil sont tous les deux un exemple de comportement, cet atelier abordera ce que je veux dire quand je parle de comportement. Non seulement moi, la science de l'analyse comportementale, les facteurs qui pourraient influencer le comportement, des conseils relatifs au sommeil et des conseils relatifs à l'apprentissage de la propreté. Les principes scientifiques donc je vais présenter s'appliquent à nous tous. Avant de voir plus en profondeur les détails propres à l'enseignement des compétences, il serait bon de commencer par quelques principes de base sur la manière dont nous acquérons les différentes compétences que nous apprenons. Par exemple, comment apprenons-nous à parler, à marcher, à cuisiner? Savoir comment nous acquérons des compétences nous renseigne aussi beaucoup sur comment enseigner. Dans le cadre de cet atelier, les compétences et les choses que nous apprenons peuvent être qualifiées de manière globale de comportement. Puisque cet atelier porte sur le comportement, particulièrement sur comment nous apprenons à nos enfants les toilettes, utiliser les toilettes de manière appropriée et à s'endormir, il est donc tout naturel de commencer par quelques notions de base sur le comportement. Donc, quand on entend le mot comportement, même si je vous ai déjà dit un indice,
Attends, j'ai noté. À quoi pensez-vous? OK. Dans de nombreux ateliers que j'anime, j'entends souvent les parents dire que lorsqu'ils entendent le mot comportement, ils pensent à des choses comme une crise de colère, des choses qui pourraient ou seraient mieux décrites comme étant un comportement difficile ou un problème de comportement. Il est donc important de préciser que nous parlons de comportement difficile ou de problème, parce que le comportement qu'on va enseigner, euh, spécifiquement utiliser la toilette ou se mettre au lit, ça c'est aussi du comportement, mais c'est le comportement qu'on veut voir. On veut l'enseigner et on veut qu'il s'engage dans ce comportement. Une façon facile d'y penser, c'est que le comportement, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut voir quelqu'un faire ou ce qu'on peut entendre quelqu'un dire. C'est essentiel de le voir comme ça. Même si c'est du comportement difficile, la distinction, c'est aussi le comportement quand c'est quelque chose qu'on veut voir quelqu'un faire. Ça ne renvoie pas nécessairement qu'un comportement difficile, mais qu'il peut également s'agir de ce que nous pouvons qualifier de bonne conduite. Si je peux les voir le faire ou l'entendre, on parle d'un comportement. On va regarder quelques exemples ici maintenant. Donc, Jonathan traverse la rue en ligne droite. On peut lui voir faire ça. Donc, on dirait que c'est une bonne définition, si tu veux, d'un comportement. Jessie dit regarde à sa mère et lui montre une bouteille. Aussi, on peut voir qu'elle fait quelque chose, mais aussi on peut l'entendre dire quelque chose. Donc, c'est un comportement. Pendant 10 minutes, Jordan s'assoit à table pour manger son souper. Donc, on a même clarifié combien de minutes qu'il est assis là, mais on peut lui voir faire ça, donc c'est un comportement. Brady s'arrête en bordure de trottoir pour regarder les deux côtés avant de traverser. Donc, on peut lui voir faire ça. Chantal se met au lit et s'endort. On peut voir Chantal faire ça. Donc, il s'agit d'exemples de comportements qui décrivent quelque chose que l'on peut voir la personne faire ou entendre dire. Donc, je vais juste encore renforcer ça. Donc, quand on veut enseigner quelque chose, on doit définir le comportement qu'on veut enseigner. Donc, un bon test pour voir si on a bien décrit ou bien décidé sur un comportement est de le parler comme une chose qu'elle a fait ou est-ce qu'on peut voir, entendre qu'elle a dit ou elle a dit quelque chose. Donc, ça, c'est un des premiers principes à savoir quand on décide qu'on va aller enseigner quelque chose. On peut le définir pour que c'est très, très important parce que après qu'on décide comment on va l'enseigner, on doit mesurer et voir si on réussit avec notre programme. Donc, c'est très, très important d'être capable de bien le définir pour qu'on puisse l'enseigner et enfin mesurer pour voir si on réalise notre objectif. Il est aussi important de parler un peu des étiquettes en ce moment ici parce que plusieurs fois, on entend des descriptions où on parle d'un comportement avec des étiquettes, mais les étiquettes ne sont pas trop bien, ils sont pas capables, on n'est pas, ça nous aide pas beaucoup quand on décide comment et quoi on va enseigner. Donc, voici un exemple. George est frustré. Que signifie le mot frustré? Et habituellement, quand je fais des ateliers ici, comme ça, en personne, il y a une petite discussion qui suit avec ça. Mais aujourd'hui, on va juste en parler. Moi, je vais juste en parler. Donc, vous pouvez voir frustré. Le mot frustré, c'est une étiquette. Et euh, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est frustré? La façon qu'on sait que quelqu'un est frustré est par son comportement. On regarde ce qu'il fait ou dit, ou il ou elle fait et dit. Et c'est comme ça qu'on est capable de venir avec cette étiquette. Donc, quelque chose qu'on voit quand quelqu'un décrit quelqu'un qui
est frustré, peut-être il fronce les sourcils, il fait des commentaires négatifs, il détruit des biens. Ça dépend de la personne et ses uniques façons de se comporter, mais comme vous voyez, c'est pour ça qu'on doit aussi écrire et définir nos comportements qu'on va enseigner parce qu'il y a, y a de la place pour euh, les, l'unique, les personnes et ce qu'ils présentent eux-mêmes. C'est leur façon de se présenter. Donc, les étiquettes n'informent pas grand-chose. Elles ne permettent pas qu'on aboutisse à des solutions productives non plus parce qu'on n'est pas capable de savoir nécessairement par l'étiquette ce qu'on va enseigner. Et aussi, on doit mesurer si on réussit. Donc, les données sont dérivées de notre définition, la façon qu'on va mesurer ce qu'on va voir, notre instruction et notre programme, et avec combien de fois il fait le comportement qu'on essaie d'enseigner, la durée. Il y a toutes sortes de mesures qu'on peut prendre, mais on doit avoir une bonne définition pour être capable de le faire. Donc, on va les éviter. C'est ça. Et je veux juste encore mentionné, on doit toujours y penser comme quelque chose qu'on fait. Nous avons tendance à vouloir parler du comportement comme quelque chose que l'on peut voir la personne faire ou entendre. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie-là parce que c'est très, très, très important. Donc, quand on pense au sommeil et à l'apprentissage de la propreté, pensez-y à votre enfant en ce moment et qu'est-ce que votre enfant fait? Qu'est-ce que vous pouvez voir votre enfant faire ou dire quand c'est temps d'aller se coucher ou d'aller au lit? Quand c'est temps de... peut-être il ne dit même pas en ce moment qu'il a besoin d'aller ou il a un accident. Um, Pensez-y à votre enfant, puis après ça, on peut définir ce que l'on veut l'enseigner à faire avec considération à ses uniques besoins de domaine et aussi ses intérêts. On va voir plus ça en détail bientôt. Mais encore une fois, si on peut le définir, on peut l'enseigner. Peut-être vous direz que votre enfant se mettra au lit, fermera sa lumière et s'endort tout seul. Ça serait un bon programme à enseigner. Peut-être pour la toilette, on dirait qu'on va enseigner qu'à chaque heure ou quand on lui demande, Joseph se rend à la toilette, se dérobe, s'assoit sur la toilette pour 5 minutes. De plus, Joseph ne porte pas de couche et ne souille pas. Ça, c'est un exemple d'une définition qu'on peut enseigner. Nous savons être capable de le définir, on peut mesurer et enseigner. Un autre principe qui est très important, c'est les conséquences, et on va parler en plus détail des sortes de conséquences, mais ici, on va parler en général, pour enseigner un comportement qui est pertinent, on doit comprendre les facteurs qui affectent nos stratégies, essentiellement. Il y a des milliers d'études qui ont été menées pour évaluer les facteurs qui ont une influence sur le comportement. Il s'agisse d'un comportement difficile ou s'il s'agit d'un comportement que nous aimerions voir notre enfant afficher à travers de ses actes ou ses paroles. N'importe quelle sorte de comportement, il y a beaucoup d'études qui ont été menées. Donc, par conséquent, il est très important de comprendre le déroulement de l'apprentissage et ce que l'on peut faire pour en tirer le plus grand profit possible. Les principes de base s'appliquent à tout apprentissage. Par exemple, bonne conduite ou comportement difficile et à tous les individuels. Et je dirais aussi à tout organisme, effectivement. Ils peuvent être personnalisés, mais les principes de base s'appliquent à tous les êtres humains et à tous les comportements que l'on peut qualifier de comportements acquis.
parfois, c'est difficile de trouver ce qu'on appelle la fonction et ça veut dire la raison pour un comportement, mais il y a plusieurs façons de le faire mais c'est quelqu'un qui peut-être à un niveau de BCBA qui est capable de le faire si c'est plus difficile le comportement. Mais quand on pense à enseigner un nouveau comportement, les principes y ont été bien recherchés. Et on applique des comportements parce qu'ils nous permettent de satisfaire nos besoins. Donc, c'est très simpliste de dire c'est nos besoins. Puis il y a deux besoins en général et on peut les analyser plus spécifiquement, mais en général, nous faisons ce qui nous convient. Et quand je veux dire ce qui nous convient, ça veut dire on s'approche à des choses que nous aimons et que nous aimerions être auprès, comme peut-être c'est un objet, peut-être c'est un sentiment, c'est pour ça que les intérêts de votre enfant sont très, très importants. On s'approche à des choses que nous aimons et on s'éloigne de ce qui de ce qu'on ne veut pas être auprès. Donc, nous agissons pour obtenir des choses que nous trouvons bonnes et pour éviter celles qui nous mettent mal à l'aise. Et ça peut être juste un sentiment, mais quand on va enseigner quelque chose, on essaie de trouver des choses au début qu'on peut donner qui sont extérieures de la personne, mais le but, c'est que ça devienne quelque chose d'important pour la personne et on n'a pas besoin de renforcement extérieur. Et ça, c'est fait systématiquement. Un exemple, peut-être pour un comportement difficile, pourrait être, disons, un enfant dans une classe, puis chaque fois que le professeur lui donne un feuille de maths, par exemple, il doit sortir de la classe. Ça, c'est un très simple exemple, mais ça, c'est pour éviter faire le maths. Et des fois, même si on le ramène dans la classe et il est capable de faire son papier, des fois, c'est juste quelques secondes qu'il a évité qui contribuent à la raison qu'il continue de faire ce comportement. Et en ce cas-là, et je fais des ateliers qui sont beaucoup plus longs sur le comportement difficile. Puis ces ateliers-là, c'est beaucoup, ça prend plusieurs heures pour comprendre comment on l'analyse, puis qu'est-ce qu'on va faire pour adresser. Donc, on doit évaluer chaque comportement avec chaque personne. Si l'on trouve que c'est nécessaire, on doit l'analyser spécifiquement à cette personne en regardant son environnement extérieur, mais aussi, si possible, ce qui se passe dans son cœur. Est-ce qu'on peut découvrir ce qui met cette personne mal à l'aise? Et si on est capable, on peut l'adresser de cette façon. Il y a plusieurs stratégies, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je voulais juste indiquer ça. Il est très important de comprendre ce qui pousse une personne à adopter un comportement qui est dangereux peut-être ou difficile, mais aussi si on comprend ces raisons, on peut utiliser cette information aussi quand on veut enseigner une nouvelle façon, un nouveau comportement qui va l'aider à accéder à ses besoins, parce que c'est toujours pour un besoin. Right? La plupart du fois, ce n'est pas done consciemment, c'est juste la façon qu'on a appris à vivre dans notre environnement, essentiellement. Donc, presque tous comportements humains sont appris, si on pense comme ça, et renforcés par ce qui arrive après. C'est pour ça que j'ai déjà mentionné les conséquences. C'est les conséquences qui arrivent après qui renforcent si on va le refaire, le comportement qu'on a fait, si on va refaire le comportement. Tout comportement, basically, a une raison d'être.
Et si ça marche, et on est capable de trouver ce qu'on voulait, mais même si ce n'est pas consciemment, on va le faire encore. Donc, c'est reproduit. Si c'est efficace, si ça marche pour moi, je vais refaire ce comportement. Et quand ce n'est pas efficace, on va peut-être essayer un autre comportement ou trouver autre chose. Donc, une opinion trop simpliste du comportement, comme j'ai dit, j'ai étudié ça pendant beaucoup d'années et j'ai travaillé avec plusieurs enfants, familles, thérapeutes pour voir comme les principes euh, marchent. Mais essentiellement, on rapproche nos besoins pour trouver nos besoins et on s'éloigne si on est mal à l'aise. Et mal à l'aise, ça ne veut pas dire nécessairement ce qui vous met mal à l'aise n'est pas la même chose qui va mettre mon mari, mon enfant, une autre personne mal à l'aise. C'est pour ça qu'on doit toujours voir chaque personne où ils sont pour trouver ce qui marche pour cette personne avant de créer un programme. Donc, le comportement a des caractéristiques qu'on peut euh, voir et ça veut dire que c'est prévisible. Donc, si c'est prévisible, et on peut rechercher avec chaque personne qu'est-ce qui marche pour eux et voir les facteurs qui influencent le comportement de cette personne. Et quand on regarde les facteurs qui influencent avec un renforcement, par exemple, ça veut dire que on rapproche quelque chose que on aime. Ça pourrait être, comme j'ai dit avant, de la nourriture, une friandise, un appareil, un pôle inconfortable ou qui gratte. On veut s'éloigner de ça. Ça peut aussi être des sentiments et des fois, ça, c'est plus difficile à mesurer. Donc, un premier principe sont les antécédents. Et je crois que ça se peut que vous avez déjà entendu de ce mot-là. Ceux-ci renvoient aux événements qui se produisent avant un comportement et qui augmentent la probabilité que ce comportement se reproduise à l'avenir. Donc, ça signale que si je fais quelque chose, je vais me rapprocher à quelque chose que j'ai besoin ou je veux. Donc, par exemple, avez-vous quelqu'un demandé à un enfant de faire quelque chose? Donc, peut-être c'est s'ils savent que quand maman dit c'est temps d'aller se coucher, euh, je dois aller me mettre au lit. Et si je me mets au lit et je rentre dans mon lit, je vais accéder à quelque chose de bon. So, le signal, c'est l'instruction ou le temps de la journée. C'est tout ce qui arrive avant. Euh, donc, habituellement, avec les enfants, c'est peut-être le parent qui signale que c'est le temps d'aller se coucher et la routine, il y a une routine, right? Et on va en parler en plus de ça, mais habituellement, la routine consiste peut-être d'un bain, de brosser les dents, lire un livre, se mettre au lit et s'endormir. Pour la propreté, qu'est-ce qui vous signale que vous devriez aller à la toilette? Ça peut être une sensation. C'est ça ce qu'on veut. On veut que nos enfants euh, sont capables de voir ou de sentir que c'est le temps d'aller à la toilette. Et c'est ça qui signale que si je vais aller à la toilette, ça va arrêter cette sensation que je me mets mal à l'aise. Les conséquences sont les événements qui se produisent après le comportement et qui rendent moins probable que le comportement reproduise à l'avenir dans le même contexte. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Vous pouvez obtenir ce que vous vouliez, vous éloigner de quelque chose que vous ne vouliez pas côtoyer. Les gens peuvent vous laisser tranquille
ou vous accorder de l'attention, ou vous pouvez vous faire gronder, perdre quelque chose de précieux. La conséquence sera ce qui vous pousse à reproduire ou non le comportement en question. Et donc, il y a une loi qui s'appelle la loi de cause à effet, et c'est toujours valide, même euh, aussi valide que la loi de la gravité. Il y a deux types de conséquences, celles que nous aimons et ceux dont on s'éloigne. Si le résultat nous est satisfaisant, nous sommes plus enclins à recommencer à l'avenir. Donc, pas nécessairement consciemment ou délibérément. Donc, c'est pas quelque chose qu'on y pense à faire la plupart du temps. Mais il y a des milliers d'études ont été menées pour évaluer les facteurs qui ont une influence sur le comportement et les conséquences sont une de ces principes. Donc, on parle du renforcement, ça c'est quelque chose qu'on désire peut-être, et ceci augmente la probabilité que le comportement se reproduise à l'avenir. Donc, c'est aussi par définition, ça doit arriver après le comportement, immédiatement après le comportement. Si quelque chose arrive et il y a plus de probabilité qu'on va refaire le comportement, on a trouvé quelque chose qu'on pourrait appeler un renforcement. La punition réduit la probabilité que le comportement se reproduise à l'avenir. Et il est important de dire que le renforcement et la punition, ils sont toujours en effet. On est toujours. Donc, l'exemple que j'aime donner, c'est si je décide que je veux mettre une lumière dans ma chambre, je veux allumer la chambre. Si je vais mettre la lumière, mais ça ne fonctionne pas, est-ce que je vais retourner essayer de le remettre en ce moment parce que en effet, ça n'a pas marché? Donc, ça, c'est un exemple où je ne refais pas le comportement en ce moment parce que la punition doit arrêter de donner. Ça ne fait pas de sens que si ça ne fonctionne pas en ce moment-là, que je refais ce comportement. Donc, il est important de dire que la punition et le renforcement, ils sont toujours présents dans notre vie quand on essaie d'agir autour du monde. Ils sont toujours là, les principes sont là. Donc, les considérations avant de commencer à enseigner n'importe quel comportement, on doit savoir qu'est-ce qu'on va enseigner, donc le définir, très bien définir, et décider c'est quoi l'antécédent et la conséquence. Et quand on commence à enseigner un nouveau comportement, habituellement, on commence avec des conséquences de renforcement qui sont très euh, faciles à accéder et qui ont beaucoup de pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui intéresse notre enfant et qui, éventuellement, on peut voir et démontrer que si il fait ce comportement et je donne cet renforcement, on voit que le comportement euh, continue et il continue à le faire. On sait qu'on a quelque chose de renforcement et on doit aussi programmer d'une façon qu'on n'est pas obligé de lui ou elle de leur donner cet renforcement comme pour toujours. On veut, au début, c'est très, très important, mais par la fin de notre programme, on veut enlever le renforcement extérieur. Donc, on peut commencer maintenant. J'ai parlé un petit peu des principes, mais maintenant, on va parler des stratégies auprès du sommeil. Donc, il me reste un petit peu de temps. Donc, on va définir le comportement et regarder les besoins uniques de votre enfant et ses préférences et décider l'antécédent et la conséquence. Par exemple,
Le but ne devrait pas être trop difficile ni trop facile, parce que si c'est trop facile, on peut trouver d'autres problèmes avec ça. Donc, à un niveau élevé, vous aurez envie de faire ce qui suit lorsque vous essayerez d'enseigner une nouvelle compétence. On définit le comportement, l'antécédent, la conséquence. Vous voulez assurer de trouver quelque chose qui augmentera la probabilité qu'il ou elle reproduise cette compétence à l'avenir. Lorsqu'on parle de sommeil, le sommeil est un facteur crucial pour la qualité de vie en général. Selon les chiffres de la National Sleep Foundation, la durée de sommeil recommandée par tranche d'âge est démontrée dans le tableau. Pour les enfants qui ont 1 à 2 ans, on cherche à 11 à 14 heures. Pour les enfants 3 à 9 ans, 10 à 13 heures. Et les enfants de 6 à 13 ans, 9 à 11 heures. Mais malheureusement, les troubles de sommeil sont très fréquents chez les enfants ayant un trouble de spectre de l'autisme. En effet, les statistiques montrent que jusqu'à 80% des enfants et adolescents peuvent souffrir de troubles du sommeil, contre 20 à 30% des enfants neurotypiques. Ces troubles du sommeil auxquels sont généralement confrontés les enfants ayant un TSA peuvent représenter un important défi pour tous les membres de la famille. De nombreuses études ont montré que le manque de sommeil entraîne un mauvais comportement diurne chez les enfants, comme la somnolence diurne, la dépression, l'anxiété, le manque de concentration, l'hyperactivité, la distractibilité, l'irritabilité. Donc, comme vous pouvez voir, ça a des effets sur plusieurs domaines, les troubles de sommeil. Non, et pas seulement pour les enfants avec le TSA, c'est aussi les parents sont plusieurs fois aussi, ils manquent de sommeil, donc ça fait des difficultés chaque jour pour chaque personne dans la maison. De plus, les sortes de difficultés qu'on peut voir sont difficultés à s'endormir, rester endormi. Donc, tu vois, chaque sorte de trouble ici pourrait être une définition, right? Les heures de coucher irréguliers, réticence à l'heure du coucher, fatigue au cours de la journée, dormir pendant des durées plus courtes que ce qui est recommandé, se réveiller trop tôt et le sommeil partagé est aussi un autre. Donc, j'ai des pratiques et des recommandations générales qui peuvent aider à adopter des habitudes de sommeil plus saines pour le mieux-être de votre enfant. Donc, faites en sorte que le lit soit propice au sommeil et que la chambre soit calme à l'heure du coucher. J'ai travaillé avec plusieurs familles. Il y a souvent une télévision ou des jouets dans la chambre, mais en premier, on va essayer de faire que la chambre soit calme à l'heure du coucher. Donc, on enlève euh, les choses comme ça. Dormir est la seule activité que votre enfant devrait effectuer dans son lit. Des fois, on veut jouer, on saute sur le lit et on devrait exciter dans la chambre. Donc, on va essayer d'éviter de faire ça quand on commence un programme comme ça. Donc, laissez-le pas sauter sur le lit, jouer avec plusieurs jouets dans la chambre. Ça doit être calme, relaxant et apaisant, spécialement à l'approche de l'heure du coucher. Mettez les jouets hors d'atteinte, tamisez les lumières, éloignez les jeux vidéo et la télévision. Ça, c'est en premier. Il est aussi recommandé qu'on maintienne un horaire de coucher régulier. Fixez une heure pour coucher avec votre enfant. Votre enfant doit s'endormir à la même heure chaque soir, même les fins de semaine et lors d'occasions spéciales. Je sais que c'est difficile, mais en premier, quand on commence le programme, la routine est très, très, très importante. Et réveillez-le
aux mêmes heures chaque jour. Et encore, essayez de veiller ce que votre enfant ait le temps de dormir suffisamment en fonction de son âge, dépendant à quelle heure il doit se lever pour aller à l'école et tout ça. J'ai déjà parlé un petit peu de routine. So, instaurer une routine, et j'ai un exemple ici, mais ça va dépendre de de votre routine à la maison. Ça, c'est un exemple, mais c'est pas nécessaire de le faire comme ceci. Euh, mais c'est juste une exemple. Donc, on peut commencer avec le bain, lui mettre son pyjama, brosser les dents. Donc, chaque euh, étape dans la routine euh, signale le prochain. Donc, il sait à 19 heures que quand il a fini toutes ces étapes, ça va être temps de dire bonne nuit lorsqu'on le fait assez de fois consistamment. Pendant la journée, il y a aussi des recommandations, des conseils qu'on peut suivre. Soyez plus actifs pendant la journée, faites des activités pour qu'ils soient peut-être un petit peu plus fatigués à la fin de la journée. Évitez des siestes qui sont trop longues et trop tard dans la journée. Euh, Évitez la caféine et le sucre. Euh, et aussi, on arrête de manger juste avant l'heure du coucher. Avec euh, ces recommandations ou conseils, si on les fait, comme on décide de les faire et on commence et on les fait vraiment avec fidélité chaque jour, on peut voir du progrès habituellement ça prend à peu près 2 semaines. Mais si vous ne voyez pas comme quelque chose qui s'améliore, euh, on recommande communiquer avec un médecin parce que, comme j'ai dit au début, on doit analyser si il y a un comportement qui est difficile, qui fait que c'est plus difficile de faire cette routine. On va regarder le comportement et faire une analyse et faire des stratégies et recommandations qui sont uniques pour cet enfant et famille, qui font du sens pour toute la maison. Mais c'est des stratégies générales et habituellement, en 2 semaines, on verra peut-être euh, une amélioration. Maintenant, on va parler à propos de l'apprentissage de la propreté. C'est aussi une compétence très importante car elle améliore considérablement la qualité de vie de l'enfant et celle de ses parents. Euh, je vais décrire une démarche et programme général qui aussi a des preuves, mais elle aussi peut être personnalisée pour répondre aux besoins uniques de votre enfant. Et aussi, je dirais de consulter un BCBA local pour obtenir de l'aide sur la façon de le faire si nécessaire. Par contre, c'est très, très important pour la qualité de vie de chaque personne dans la maison, mais l'enfant en particulier, qu'il apprend ce comportement très important. Quand vous allez commencer, quand vous décidez que vous allez prendre un programme pour ceci, il est important de programmer l'utilisation des toilettes à des heures régulières. Donc, on commence avec des intervalles plus courts et habituellement, quand je commence ça avec les élèves que je travaille avec, on commence à 30 minutes. Donc, à chaque 30 minutes, et j'ai fait ceci avec mes enfants aussi, à chaque 30 minutes, on les amène et on s'assoit pour 5 minutes. Mais la recherche est aussi claire avec l'utilisation des couches. Donc, quand on commence avec un programme, on doit voir s'ils sont prêts à commencer à apprendre ce comportement. Mais quand on a décidé que c'est le temps,
on doit, comme ça prend du temps et quand je l'ai fait, c'est beaucoup de, comme chaque 30 minutes, c'est pas facile. Donc, considère ça quand vous allez décider de le faire. On peut ajouter un petit peu de temps à ça, mais on veut attraper les moments où on voit qu'il peut avoir du succès dans la toilette. Donc, le plus d'occasions on donne, la probabilité qu'il va le faire dans la toilette s'augmente. Donc, je vais donner un exemple plus tard aussi, mais on utilise un langage qui est clair et concis. Donc, c'est l'heure du pot, c'est un exemple qu'on peut dire, mais ça aussi va peut-être, vous allez décider ce qui marche pour vous, mais on n'utilise pas beaucoup de langage. Et on le reste assis sur la toilette pour 5 minutes. Et ça peut être difficile aussi. Donc, on donne des activités qu'il peut faire quand il est assis là. Puis, on augmente euh, combien de liquide ils vont consommer. Donc, ça va nous donner plus d'occasion d'avoir du succès. On utilise encore la conséquence de renforcement. On utilise des félicitations qui sont très euh, importantes pour l'enfant. Donc, on peut utiliser l'enthousiasme si votre enfant euh, ne veut pas éviter ça. Si ça, c'est quelque chose qui le rapproche, on utilise. Et encore une fois, ça, c'est un exemple de comment on doit individualiser notre approche. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et parfois, l'enthousiasme, c'est très bien accepté, mais il y a d'autres moments où ce n'est pas. Donc, on doit regarder chaque enfant et leur intérêt. Et on lui donne ce qu'on a décidé était le renforcement pour le succès dans la toilette. Euh, et après qu'il a fini, il peut retourner à ce qu'il faisait. Donc, euh, et quand on le fait chaque 30 minutes, c'est difficile, mais lorsque vous avez du succès, on peut euh, mesurer combien de fois il est allé dans la toilette et combien de fois, ou la durée qu'il est resté sèche. Et ça va nous aider avec euh, on peut ajouter du temps à notre intervalle. Euh, S'il a un accident, encore une fois, on utilise du langage très simple et concis. On dit seulement euh, que tu as un accident. Ça dépend de comment vous voulez lui en parler, mais c'est on n'utilise pas beaucoup de mots et on l'envoie, on le ramène à la toilette, on le laisse, on l'aide à se laver et on lui montre la toilette, il s'assoit sur la toilette encore. Et après, on retourne à ce qu'on fait. On n'utilise pas de la punition, mais c'est une façon on lui montre ou on la montre que c'est là où on est censé y aller. OK. J'ai déjà dit ça. Je vois qu'on est à 1h20. C'est des éléments importants que vous pouvez préparer avant de commencer. Donc, des jouets, des sous-vêtements qui sont là pour changer. On les garde souvent dans la toilette. Les vêtements supplémentaires et les renforcements devraient être là aussi. On doit trouver des aliments ou des boissons parce qu'on veut qu'ils boivent plus, mais encore une fois, pas de caféine ou sucre aussi que possible. Euh, et on essaye ce programme-là, mais encore une fois, si vous avez besoin de quelque chose euh, qui est unique à votre enfant, vous pouvez aller voir un BCBA ou un professionnel, un médecin. Euh, donc, parce qu'on doit regarder chaque personne et leur unique environnement. Euh, je veux laisser un peu de temps pour des questions. Les approches que j'ai présentées sont vraiment générales. Par contre, ils ont beaucoup de recherches, comme j'ai dit, qui les soutient. Et encore, on devrait individualiser aussi tant que possible. Donc, ça, c'est la présentation sur
Et je voulais juste dire merci à Nexus pour l'invitation. Donc, s'il y a des questions, je peux voir. Je vais Merci. arrêter de... Oui, merci beaucoup, Sarah. Euh, donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans le chat ou la boîte à questions. On va commencer. On a une question pour toi, Sarah. Alors, la question est, j'ai commencé à renforcer les comportements en donnant à mon enfant des bonbons. Maintenant, je me rends compte que c'était pas bien de faire ça. Avez-vous des conseils pour redresser ou changer la façon dont je donne ces renforcements à mon enfant? Oui, il y a des manières. Donc, en premier, c'est bien que vous connaissez le principe de renforcement et comment ça marche. Et je sais qu'il y a beaucoup de programmes qui commencent avec des bonbons parce que des fois, ça dépend, comme je dirais, ça dépend de le comportement que vous essayez d'enseigner. Mais on peut placer d'autres, pas juste des bonbons, je dirais comme euh, 3 à 5 choses en avant de ton enfant pour qu'il puisse choisir. Et ça s'appelle un assessment où on peut lui donner un peu de contrôle pour qu'il puisse choisir. Puis tu peux mettre, et ça devrait seulement être des choses qui peuvent, en ce moment-là, c'est des bonbons, donc d'autres choses à manger. Voir s'il choisit d'autres choses, mais aussi, c'est difficile à le enlever. On n'enlève pas complètement quand on commence à l'enlever. Donc, les bonbons, on pourrait lui dire que euh, je sais pas, on doit savoir combien de fois. Est-ce que c'est chaque fois qu'il reçoit le bonbon? Sinon, on peut commencer à le donner chaque deuxième fois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est variable les fois qu'on le donne. Donc, on doit enlever comme la fréquence. Donc, si on commence avec chaque fois, c'est ça ce que vous faites. Donc, on peut commencer à le donner juste chaque 2 fois. Puis après qu'il est capable de tolérer ça, tu commences avec chaque troisième fois. Puis on varie. Donc, peut-être c'est la troisième fois, peut-être c'est la première fois, mais la prochaine fois, ça va être la cinquième fois qu'il fait le comportement. Mais on doit mesurer son comportement pour faire certain que quand on arrête de donner le bonbon, qu'il n'arrête pas de faire le comportement qu'on essaie d'enseigner. C'est vraiment quelque chose qu'on doit mesurer et voir avec euh, nos mesures, mais on peut essayer un variable, ça s'appelle un variable ratio, puis si on fait ça, ils sont capables de tolérer ça parce qu'ils savent ou ils vont apprendre que éventuellement, ça va arriver encore, mais ils doivent faire 1, 2, 3, 4 euh, instances du comportement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfait, merci. Je pense qu'on a une dernière question, donc je vais laisser Oui, Lucie à lire la question. merci. Euh, une question selon le sommeil. Pour les enfants qui tombent en sommeil comme naturellement un peu plus tard que les autres, je sais que c'est quelque chose que on trouve beaucoup avec les enfants TDAH. Il y a beaucoup de liens avec l'autisme TDAH aussi. Est-ce que vous avez des conseils pour les parents qui, pour leurs enfants, comme, naturellement, ils tombent pas endormis avant 9h, 9h30, 10h? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ces enfants-là? Oui, donc on peut, ce que je dirais, c'est de voir la routine qui est là et d'essayer de graduellement, euh, je- graduellement, on va essayer de commencer la routine de plus en plus en plus tôt. Des fois, on commence avec des secondes, comme c'est 30 secondes de plus tôt qu'on commence. Et la semaine après ça, c'est comme 1 minute. Mais ça, il y a aussi de la recherche qui démontre que mais je ne ferais pas ceci sans un BCBA, mais il y a de la recherche qui démontre que si on les garde debout pour quelques semaines, un petit peu plus tard, donc ils veulent se coucher. Donc, le signal, c'est, oh, c'est pas le temps d'aller se coucher maintenant. Puis, je sais que ça sonne un petit peu
bizarre, mais si ils sont très, très fatigués, ils sont capables de s'endormir toutes seuls, ça, c'est très, très bien. Et ça dépend aussi quelle heure. Comme si c'est trop tard, oui, je dirais on pourrait faire quelque chose. Mais si c'est pas comme si tard que ça, je ne ferais rien. Mais si c'est très, très tard qu'ils s'endorment, je dirais, OK, commence avec, on va les garder debout un petit peu plus longtemps pour que quand c'est temps d'aller se coucher, ils vont être capables de se coucher. Et puis, on commence une routine qui est très spécifique. Puis, quand ils comprennent que c'est la routine qui commence, on peut changer l'heure de cette routine. Mais c'est très systématique qu'on fait ça. Euh, euh, mais encore, je voudrais savoir un petit peu plus de chaque, comme c'est unique comme on va, les recommandations, ça dépend de la personne, mais on est capable, des fois, c'est juste des secondes. On commence la routine un petit peu plus tôt ou si c'est très, très tard qu'ils se couchent, je dirais gardez-les un petit peu plus. Puis ça va prendre quelques semaines qu'ils vont changer leur comportement, mais et on doit aussi, c'est comme je disais avec la toilette, quand on dit décide de le faire, on décide de le faire, puis c'est juste pour un petit bout de temps. Et mais je dirais avec le sommeil, c'est très, très important. Puis euh, s'il est capable de s'endormir, puis il est capable il dort pour les nombres d'heures qu'on veut, je dirais, on ne changerait pas tout ça tout de suite. Oui. Ok. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas d'autres questions. Donc, je pense que là, on est arrivé à la fin du webinaire. Euh, je vais lancer un petit questionnaire de retour d'expérience. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre à ces questions avant de quitter le webinaire. Et donc, on voulait te remercier beaucoup, Sarah, pour cette présentation et on vous souhaite tous un bon après-midi. Merci. Merci. Bye.